Aujourd'hui, je vous présente la manette la plus performante de la marque Razer, la Wolverine V3 8K en version Tournament. Cette manette possède l'une des meilleures latences du marché, mais pas sûr que ce soit suffisant pour battre la concurrence. Je vous explique tout dans cette review détaillée et vous trouverez d'ailleurs des sections pour chacune des parties. Petite précision d'usage, la manette ne m'a pas été envoyée, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, et enfin vous trouverez des liens affiliés en description. Cela permet de soutenir mon travail tout en vous équipant, merci à ceux qui les utilisent, et vous pouvez également vous abonner, liker et commenter votre manette préférée afin de faire connaître la chaîne et aider au référencement. La manette est affichée à 99,99 € dans sa version Tournament et 199,99 € en version Pro, soit 20 € de moins que les versions compatibles Xbox. Versions pour lesquelles vous trouverez une review complète sur la chaîne en description de cette vidéo, car oui, la V3 8K n'est compatible que sur PC. J'ai en ma possession les deux modèles en version Tournament. Je vais donc pouvoir les comparer entre elles, ainsi que les comparer au reste des manettes du marché que j'ai pu tester pour vous dire si ça vaut le coup. Et notez que la version Pro ne vous apportera aucune option supplémentaire techniquement parlant, sauf le sans fil avec un dongle fourni dans la boîte. Et en termes d'accessoires, une pochette de rangement en plus. Commençons cette comparaison en regardant ce qu'il y a dans la boîte. D'un côté la version 8K, de l'autre côté la version Xbox. Des deux côtés on a un manuel d'utilisation, une plaque de stickers, un câble de rechargement, étant donné que c'est la version Tournament, c'est assez important. Et on a d'ailleurs une petite différence sur celui-ci. Dans les deux cas, c'est un câble USB-A et USB-C côté manette. Pour la version Xbox, il mesure 3 mètres et est en caoutchouc, là où celui de la version 8K fait seulement 2 mètres et sera tressé en tissu sur la partie supérieure. La différence de longueur s'expliquant assez facilement, sur console on est plus souvent dans son canapé devant sa télé, et sur PC, bah forcément on a le setup qui est vraiment juste à côté. Et sur la version Xbox, vous pourrez avoir un câble tressé à condition de prendre la version Pro, qui est quand même à 220 €, voire un peu moins dernièrement si elle est en promo dans les 180-190. Sur la version 8K, on aura également des joysticks interchangeables, chose qui est uniquement disponible sur la version Pro pour la version Xbox. Et enfin la manette, et on va faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui a changé entre les deux. Premièrement, il n'y aura pas de vibration sur cette manette. Et forcément, d'enlever les vibrations, ça va nous faire gagner du poids. Et on va donc peser nos deux petites manettes, 253 grammes pour la version Xbox et 200 grammes pile pour la version 8K. On gagne donc plus ou moins 50 grammes, donc c'est une manette très légère pour le coup. Ça fait presque coquille vide du coup. D'un point de vue esthétique, la première chose notable, c'est le remplacement du logo Xbox. Donc sur la version 8K, on aura le logo Razer qui sera en plastique. Au niveau des boutons, rien n'a changé. Au niveau des joysticks, en apparence, rien n'a changé non plus, pas même le diamètre. On aura juste les joysticks interchangeables. À l'avant de la manette, on verra par contre qu'on a la suppression donc du port jack. Vous ne pourrez plus brancher ni votre casque ni vos écouteurs sur la version 8K. Mais en même temps, si vous prenez le gaming PC un minimum au sérieux, je pense que vous aurez passé l'étape de brancher vos écouteurs ou votre casque directement sur votre manette, voire même que vous aurez arrêté d'utiliser le branchement sur votre carte mère et que vous utiliserez au moins un petit dongle CX31993 ou encore un petit DAC comme les cartes créatives. J'ai d'ailleurs fait quelques achats de mon côté pour vous présenter à l'avenir des options grand public accessibles, alors pensez à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Au niveau du grip, aucune amélioration entre la version Xbox et la version 8K pour le modèle Tournament. Ça reste dans les deux cas un grip où en fait c'est une simple extrusion dans le plastique. Si vous voulez un grip en caoutchouc, dans les deux cas il faudra prendre la version Pro. Enfin, il y a une amélioration qui était indispensable sur le modèle Tournament et qui a été fait sur la version 8K, mais qui pour moi devrait être faite de partout. Si vous possédez déjà une Wolverine V3, vous savez que le logement du port USB-C est extrêmement lâche. Et c'est un des éléments qui entraîne énormément de retours sur Amazon, parce que les gens en ont marre de leur manette qui se déconnecte. Ils ont du coup rajouté un petit logement autour du port USB-C pour justement avoir un meilleur maintien du câble. Et par exemple, la marque Gameser propose une solution similaire sur la G7 Pro qui est compatible PC, Xbox, Android, en nous donnant un petit accessoire qui va venir se loger sur les deux encoches qui sont normalement réservées au support de téléphone sur les manettes chinoises, et ils ont rajouté justement quelques nervures de manière à ce qu'il y ait un meilleur maintien du câble. Et là on a du coup un maintien autant au niveau de la largeur, ça bouge zéro, et même en termes d'arrachement, voilà, on est sur quelque chose de plus sérieux. Voilà, on a un peu plus de jeu déjà forcément vu qu'il n'y a pas de nervures, et là en termes d'arrachement, ok, le câble il tient quand même bien, mais ça aurait pu être mieux. Passons aux options techniques en commençant par les boutons A, B, X, Y.
Quoi qu'il arrive, qu'on prenne la version Xbox ou 8K, Pro ou Tournament, ce seront des switches mécaniques. En termes de réactivité, rien à dire. En termes de latence, rien à dire. Maintenant, en termes de tension et de feeling, là il y a des choses à dire. Premièrement, il y a une différence de force d'activation entre ceux de la version Xbox et ceux de la version 8K. Afin de m'en assurer, j'ai investi dans un dynamomètre qui servira pour les prochaines reviews, afin de relever les forces d'activation des boutons principaux, des flèches, des gâchettes et des joysticks. Et j'ai déjà compilé dans des tableaux les valeurs des manettes précédemment review sur la chaîne, vous trouverez le tableau complet en description de cette vidéo. Donc pour les boutons principaux, sur la version Xbox, on est entre 120 et 125 GF selon les boutons qu'on active, et sur la version 8K, on est entre 165 et 175 GF. Sachant que pour comparer, les autres manettes sont assez proches de la version Xbox, puisqu'on est à 100, 104 pour la G7 Pro, on va être à 105, 115 pour la Cyclone 2, et par exemple la Vader 4 Pro, on va être à 110, 120, c'est à peu près la norme. Pourquoi augmenter autant la force d'activation sur une manette qui est prévue pour être jouée en clos? Je vous rappelle que cette manette, elle possède quand même des boutons appelés clos pour avoir une prise en main clos, donc on va venir avoir le majeur ici, on le place comme ça, et ensuite on va venir jouer sur les boutons ABXY. Alors je sais que la plupart des gens ne vont pas utiliser ces boutons de cette manière-là, ce n'est d'ailleurs pas mon cas, mais je ne comprends pas pourquoi on rend aussi difficile l'activation des boutons principaux. Parce que déjà que pour appuyer dessus, il faut une certaine force quand on a le pouce dans l'axe, mais quand on est en clos, on a notre doigt qui est sur le côté et qui va venir appliquer une force latérale dessus. Donc la force à déployer est plus importante. Pour une utilisation normale, ça n'a aucun intérêt, et pour une utilisation en clos, ça a encore moins d'intérêt. D'ailleurs pour ça que je vous déconseillerais, si vous jouez en clos, notamment sur une manette PS4 ou PS5, de mettre des clics souris sur la face avant, ou alors prenez bien un kit de clic souris qui soit léger. Ne prenez pas les versions strong parce que ça va vous complexifier la tâche. Pour moi, ça fait perdre des points par rapport à la version Xbox. Sur la version Xbox, j'avais donné 8 sur 10 et je trouvais ça mérité. Là, je peux pas donner plus que 7. Et encore, je trouve que je suis gentil parce que les boutons ne correspondent pas du tout au cas d'utilisation de la manette. Et même pour une utilisation normale, je trouve pas ça du tout confortable d'avoir des boutons avec autant de force d'activation. Passons à la croix directionnelle. Ici, pas de changement, sur le logiciel, vous pourrez toujours choisir d'utiliser la croix soit en mode 4 directions pour bloquer les diagonales, soit 8 directions pour les débloquer. Encore une fois, switch mécanique, la force a été encore une fois légèrement augmentée, on passe de 150 GF sur la version Xbox à 160 sur la version 8K. Ici, l'augmentation de la force n'est pas si contraignante et personnellement, je n'ai eu aucun problème avec l'utilisation de celle-ci. Mais je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, changer les switches pour augmenter la force sur un élément comme celui-ci. Et de nos jours, trouver une manette avec une bonne croix directionnelle, c'est vraiment la croix et la bannière pour les joueurs de platformer et les jeux de combat. Pour les joueurs de FPS, par contre, c'est principalement pour ce type de jeu que la manette est faite, je ne pense pas que ça posera de problème. Et personnellement, j'avais même mis la note de 9 sur 10, et je pense que la note doit rester aussi proche. Là, on diminuera de 0,5 parce que vraiment, l'augmentation de la force d'activation, voilà, on n'en peut plus raser. Passons maintenant aux gâchettes principale et secondaire, et il y a quelque chose à dire. Pour les gâchettes LB-RB, aucun changement par rapport à la version Xbox. Ça reste de très bons bumpers, comme disent les Anglais, et on aura une facilité d'activation, que ce soit au centre ou aux extrêmes, aucun souci là-dessus. Maintenant, pour les gâchettes principales LT et RT, ce que je vais vous dire ne concerne que mon exemplaire. Je n'ai pas trouvé suffisamment de sources externes pour confirmer que ce soit un cas général. Premièrement, au niveau de la forme, rien n'a changé par rapport au modèle Xbox, et la forme est donc bien différente de celle qu'on retrouve sur des modèles Xbox standard, où ce sera beaucoup plus aplati sur la Wolverine. Et la manette a sûrement été pensée dans l'idée de l'utiliser justement en clos pour avoir une accessibilité facilitée à ces boutons, mais du coup ça complexifie l'activation de la gâchette quand on l'utilise en version normale ou en version clos. Maintenant, nos gâchettes possèdent toujours le mode standard, donc activation complète, et le mode clic souris pour les jeux type FPS. Et quand on active les clics souris, j'ai l'impression d'avoir une gâchette beaucoup plus molle à l'activation que le modèle Xbox. Ça fait un ressenti plus mou et un peu ressort avec un pré-travel de presque 1 mm
sur chacune des gâchettes. J'avais déjà le cas sur la gâchette droite du modèle Xbox, mais pas sur le modèle gauche. Donc sur le papier, on a un produit qui est plus performant, mais avec des gâchettes qui ont été modifiées, et je pense que c'est le ressort qui fait le retour, qui donne justement ce ressenti, mushy, mou comme on dit. Si jamais vous avez déjà acheté ce modèle et que vous vouliez juste un avis dessus, dites-moi en commentaire si vous avez le même ressenti sur vos gâchettes. Donc forcément, ça diminue la note par rapport à la version Xbox. Je crois que j'avais dû mettre quelque chose comme un 9 ou un 9,5. Là, on serait plutôt sur un petit 7,5 quoi. Vraiment, le ressenti pas fou. Passons maintenant au bouton additionnel de la manette. Commençons par les boutons clos, c'est un format de bouton qui est devenu très populaire depuis un an, et d'ailleurs Razer fait partie des pionniers étant donné que les modèles Ultimate ou Wolverine V2 en possédaient déjà. Personnellement, c'est un format de bouton que j'apprécie particulièrement, je préfère avoir 2 palettes à l'arrière plus 2 boutons clos qu'avoir 4 palettes à l'arrière, parce que souvent on va devoir activer avec l'annulaire, on en parlera un peu plus tard, et on perd un peu de grip, quand on se crispe ça peut s'activer, voilà. Du coup c'est un format que j'aime bien, mais je trouve que la forme ou le positionnement sur la Wolverine est pas forcément idéal. On doit appuyer vraiment sur la tranche et ça demande quand même un petit peu de force par rapport au modèle G7 Pro de chez Gamester ou encore à la FlyDigi Apex 5. Et dessus, vous pourrez assigner n'importe quelle touche de votre manette ou de votre clavier pour avoir des options plus complexes. Passons maintenant aux palettes. On en a 4 numérotées de M3 à M6 et elles vont se placer sous le majeur et l'annulaire. En termes d'ergonomie, ils ont bien pensé leur truc, ils ont bien pensé à la forme de la manette, mais comme j'avais dit sur le modèle Xbox, je ne conseille pas cette manette pour les personnes qui auront des mains aussi larges, voire plus larges que les miennes. J'ai des mains de 10 cm de large par 18 cm de haut du bas de la paume au sommet du majeur. Ce sera... on va cramper facilement, les doigts vont dépasser un peu. Voilà, c'est pas forcément une manette folle. Si vous avez des mains plus petites que ça, ou alors des doigts fins, vous inquiétez pas, ce sera un bon format. Et comme les boutons clos, on pourra assigner n'importe quelle touche de notre manette ou encore de notre clavier pour avoir des options plus complexes. Par contre, faites attention à une chose, si vous avez l'habitude d'être stressé de serrer votre manette, ce sera peut-être pas le bon type de palette, étant donné que sous le majeur, on a moins l'habitude de gérer notre force dessous et on a plus tendance justement à serrer les poignets de notre manette. Et du coup, vu que les palettes sont assez faciles à activer, ou plutôt les boutons qui sont en switch mécanique, ça va peut-être être contraignant pour vous. Parlons maintenant des joysticks, leur forme, leur latence, quels modules sont utilisés, un peu tout ça. Avant de passer au type de module et aux performances, on va parler de leur apparence et des joysticks interchangeables. En termes de diamètre, c'est similaire au format Xbox. Et d'ailleurs, si vous souhaitez utiliser des contrôles fric par-dessus, vous devrez utiliser les contrôles fric de modèle Xbox, le modèle PS4 sera complètement lâche à l'intérieur de celui-ci. Mais en termes de forme, le creux central sera beaucoup plus profond et vous aurez une arête vive sur le contour, donc pas forcément très confortable. Pour les joysticks interchangeables, ce sont donc les mêmes que sur la version V3 Pro, donc que je n'ai pas ici, et donc on en a 2 petits creux, ainsi que un grand creux avec exactement la même forme centrale et un petit bombé. Mais je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer que le petit bombé, il a une surface complètement lisse. En termes d'accroche, de grip, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est bien d'avoir rajouté les joysticks interchangeables sur la version 8K Tournament, mais c'est parfaitement inutile parce que personne ne les utilisera. Passons au module de joystick et leur performance. Premièrement, sur Xbox, on avait le droit à des modules All Effect, aussi appelés anti-stick drift, avec une meilleure durabilité face au joystick standard d'une manette Xbox. Et sur le modèle 8K, ils ont amélioré ces modules en passant du All Effect standard à du TMR. Vous allez me dire quelle est la différence? Eh bien vous aurez premièrement une moins grande consommation d'énergie, intéressant notamment sur les modèles Pro qui s'utilisent en sans fil. Vous aurez également une meilleure résolution, donc une meilleure précision dans les déplacements de votre joystick, et on va avoir une petite différence supplémentaire sur la tension d'activation des joysticks. Et donc pour chaque joystick, j'ai mesuré dans les 4 directions haut, bas, gauche, droite, j'ai fait 5 mesures consécutives et j'en ai fait une moyenne à la fin. Et on peut en conclure que les joysticks de la version 8K demanderont une moins grande force pour être déplacés que ceux de la version Xbox, avec plus de 20% de différence et encore plus si on regarde le joystick gauche de la version Xbox. Passons maintenant au test technique, circularité, résolution et latence de nos joystick. Tout d'abord, on va voir si on va avoir des bonnes valeurs de retour à 0 au niveau de nos joysticks. Ici, aucun souci, on n'a pas non plus de jitter, donc notre joystick ne va pas osciller, vibrer, comme c'est le cas par exemple sur certaines manettes DualSense. On passe un petit test de circularité, pour ça on fait tourner 3 fois nos joysticks de chaque côté. 12.4 d'erreur de circularité, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais je vois beaucoup de marques qui commencent à balancer leur joystick TMR avec ces valeurs-là. Je préférais entre 8 et 10, ça va pas changer grand-chose,
Mais bon, le 12.4 il fait un peu mal, et même si on peut recalibrer notre joystick sur cette manette, eh bien ça ne changera rien, on retournera toujours à ce 12.4. Voilà. Sur cette manette, comme sur beaucoup, vous pourrez passer en encodage circulaire. Par contre, vous devrez le faire sur les deux joysticks en même temps. Voilà, vous ne pourrez pas dire le joystick droit en circulaire, le joystick gauche en carré ou inversement. Voilà, là c'est obligatoirement en rectangulaire ou obligatoirement en circulaire. On a 0,4% d'erreur en circularité, c'est-à-dire que le joystick en fait va filtrer tous les dépassements extérieurs. En général, on aime bien garder au moins le joystick droit en rectangulaire de manière à gérer un peu mieux son recul sur les jeux type FPS. Là, vous sentirez un petit ralentissement si vous vous mettez en circulaire sur les deux, mais vous aurez également des mouvements qui seront plus précis, étant donné que vos mouvements en jeu correspondront exactement aux mouvements de votre joystick. Passons sur le module Joystick Tester. Ici, ce qu'on veut avoir, c'est le Step Resolution, et en fait, ça va être sur une même distance donnée de notre joystick. En fait, ça va être l'écart qu'il va y avoir entre chaque point prélevé et envoyé sur notre jeu. On va avoir un Step Resolution de 0,0004 sur celle-ci, et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir un pooling rate plus élevé. Normalement on est à 8000 Hz, mais le module il supporte pas bien. Maintenant pour les tests de latence, d'habitude je fais un test de pooling rate, donc de la fréquence de rafraîchissement de la manette. Et je ne sais pas pourquoi sur mon setup je n'arrive pas à dépasser les 1600 Hz de pooling rate. Du coup pour une fois je vais me référer aux valeurs qui sont données sur le site Gamepadelay. Donc on obtient des résultats entre 5004 et 7000 Hz selon les personnes qui ont fait les mesures, et on a 0,14 à 0,18 millisecondes de latence sur ce test. Et attention, c'est totalement différent de la latence qui sera relevée sur les joysticks pour une mesure donnée ou sur les boutons sur une mesure donnée, une valeur qui n'est jamais évoquée soit dans les présentations, soit par les marques. Car là, on se retrouverait en câblé sur 3 millisecondes sur les sticks et également 2 millisecondes sur les boutons. Mais ça n'a rien d'anormal, car si on regarde les résultats en câblé sur une G7 Pro par exemple, on est à 3 mm aussi sur les sticks et on arrive à 2 millisecondes aussi sur le câblé. Pourtant, on n'est qu'à 1000 Hz de pooling rate. Pour contrôler votre manette, vous aurez besoin du logiciel Razer Synapse 4. Vous trouverez un lien de téléchargement en description de cette vidéo. Sur cette manette, vous pourrez enregistrer jusqu'à 4 profils et vous pourrez les changer à la volée, donc sans ouvrir le logiciel, avec la commande petit rond sur la manette ainsi que les boutons A, B, X ou Y. Vous pourrez ensuite gérer le pooling rate de votre manette, donc la fréquence de rafraîchissement. Je vous conseille la plupart du temps de jouer en 1000 voire 2000 si vous avez envie. Le 8000 Hz, très sincèrement, ça ne changera pas grand chose à votre expérience. Et si vous n'avez pas un processeur qui tient la route et surtout un écran qui va à au moins 240 Hz et qui vous permettent d'aller jusqu'à 240 Hz en termes de performance, vous ne sentirez pas la différence. C'est beaucoup de placebo quand même, c'est comme pour les souris. On pourra ensuite gérer les options de notre croix directionnelle entre 4 directions ou 8 directions, et surtout on pourra remapper nos 4 boutons additionnels de M1 à M6. Pour ça, on clique sur une des options et on peut mettre donc soit les fonctions de clavier, ou alors vous pouvez sélectionner une touche normale de la manette. Mais encore une fois, vous ne pourrez pas remapper les autres touches de la manette, ce qui est quand même assez pauvre par rapport à toutes les autres options du marché. Dans le menu stick, vous pourrez gérer donc vos zones mortes. Très sincèrement, je vous conseille de ne jamais bouger les zones mortes à l'intérieur du logiciel d'une manette. Mettez-les directement à 0 et vous gérez ça directement sur votre jeu. Ensuite, on aura donc le mode rectangulaire ou circulaire pour nos joysticks. Une option pour éviter le double zone morte, désactivez-la. Voilà. Et il y a une option intéressante, c'est l'embrayage de sensibilité. Pour ça, il faut assigner à une des palettes, du coup, l'option embrayage de sensibilité, soit du joystick gauche, soit du joystick droit, soit les deux. On va faire que pour le droit. Et en fait, ici, c'est un facteur qui va vous permettre de limiter la portée de votre joystick au moment où vous appuyez sur cette touche. Par exemple, si je le mets à 5, on fait enregistrer. Et quand on retourne dans le menu, si je bouge mon joystick, tout est normal. Si j'appuie sur la touche, je suis limité à 50% de la portée. C'est une option qui pourrait être intéressante sur les jeux type Battle Royale, où on alterne régulièrement les affrontements courtes et longue portée, et à longue portée ça vous permettra, en activant l'embrayage de sensibilité, de faire plus facilement des micro-ajustements. Enfin, on aura le menu calibrage qui nous permettra de recalibrer notre joystick. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça va pas changer grand chose, on pourra pas descendre en dessous de 12%, ce qui est assez dommage. On aurait bien aimé atteindre le 8 voire 10%, mais bon, j'ai l'impression que de plus en plus de manettes ne nous permettent pas de descendre en dessous de ça. Vraiment, ce logiciel, je le trouve pauvre. C'était déjà le cas sur la version Xbox, mais ça l'est
d'autant plus que cette manette, la version 8K, n'est utilisable que sur PC. Et quand on compare ça à la concurrence, chez FlyDigi par exemple avec la Vader 4 Pro ou chez GameSeer avec la G7 Pro, et ben on a 10 fois plus d'options. Par exemple pour le remappage, on n'est pas limité seulement aux boutons additionnels et aux palettes, on peut remapper toutes les touches de la manette. Et on peut même en supprimer des touches. Là, c'est impossible. Pour les joysticks, on peut faire des courbes personnalisées. Là, c'est impossible. Pour les zones mortes des joysticks, on peut contrôler les zones mortes maximales et minimales. Là, c'est impossible, c'est que la minimale. Sur certaines de ces manettes, on a des fonctions de macro ou de répétition de boutons. Alors là, c'est un modèle pro, du coup, ça se comprend un petit peu, mais même sur la version Xbox, on peut pas le faire. Et le plus fou, c'est que dans certains des cas, on parle de modèles qui coûtent moins de la moitié du prix. La Cyclone 2, les gars, c'est 40 €. Et malheureusement, ça a souvent été le cas, je comprends pas pourquoi Razer est aussi avare au niveau de ses logiciels, pourtant ils font des manettes, des casques, des claviers, des souris, mais on se retrouve avec des manettes comme ça en 2025. Et pour moi, c'est vraiment le plus gros point à améliorer sur cette manette, parce que c'est loin derrière la concurrence. Maintenant qu'on a fait le tour, faisons un bilan des points positifs, négatifs, et si je vous la recommande, vous pourriez être surpris. Commençons par le négatif, le logiciel est beaucoup trop pauvre, Razer, faut qu'on travaille là-dessus, envoyez-moi un mail. Le remappage qui est limité aux palettes, pas moyen de bouger les autres boutons, pour une manette exclusivement PC, ça fait vraiment pauvre. Les joysticks interchangeables, c'est bien d'y avoir pensé sur cette version, mais pour moi, ils sont beaucoup trop glissants, surtout le bombé, aucun intérêt. Attendez, la liste n'est pas finie, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du positif. Le feeling des gâchettes qui font un peu molle sur mon exemplaire, vraiment, c'est à pas refaire, je ne sais pas ce que vous avez changé, mais faut revenir en arrière. Enfin, sur les boutons ABXY, la force d'activation a été augmentée par rapport à ceux présents sur la version Xbox, et c'est exactement l'inverse de ce qui aurait dû être fait. La manette étant conçue pour accepter une utilisation en clos, donc avec l'index qui se balade sur ses touches, augmenter la force d'activation par rapport à la norme, ça n'a aucun sens, ça complexifie le type d'utilisation. Mais si vous n'avez pas l'intention de jouer en clos, vous pouvez oublier ce point-là. On en a fini avec le négatif, passons au positif. Les modules de joystick TMR sont excellents sur cette manette, il y a une bonne tension d'activation sur les joysticks, il y a une bonne résolution, un bon ressenti en jeu, rien à dire. La latence de la manette est parmi les plus faibles du marché actuellement, alors ça ne va pas vous rendre 10 fois plus fort, mais c'est un bon point à signaler. On a 6 boutons additionnels, 4 palettes et 2 enclos, et c'est encore assez rare pour le signaler, même si ça se démocratise de plus en plus. FlyDigi avec la Apex 5 et prochainement la Vader 5S, ou encore Nakon qui avait sorti la Revolution X Unlimited. Et personnellement, j'ai un coup de cœur pour le mix entre les palettes à l'arrière plus les boutons enclos, quelle que soit la manette, j'aime bien ce mix. Maintenant, est-ce que je vous la recommande? Eh bah, pas dans la majorité des cas. Par contre, si vous cherchez une manette simple avec absolument 6 boutons, c'est très important, de bonne performance et uniquement sur PC car vous ne jouez ni sur mobile ni sur aucune console, alors pourquoi pas? Cette manette remplira vos attentes, pensez à utiliser les liens affiliés en description pour soutenir la chaîne. Mais dans le reste des cas, vous aurez des meilleures options ailleurs pour le même prix, voire moins cher, et je vais vous en citer quelques-unes. Première option, GameSir Cyclone 2, 40 €, compatible PC, Nintendo Switch et mobile. Par contre, vous n'aurez que 2 palettes à l'arrière, mais on garde des bons joysticks, des gâchettes interchangeables et surtout un logiciel complet avec plein d'options. Pour plus de détails, regardez la review complète sur la chaîne. Deuxième option, FlyDigi VR 4 Pro, compatibilité PC, Android, iOS et également Nintendo Switch, 4 palettes à l'arrière, 2 boutons à l'avant et on aura également le réglage de la tension des joysticks et un logiciel complet que je vous ai détaillé dans le tutoriel complet pour les FPS ainsi que la review complète. Et troisième option, la GameSir G7 Pro, compatible Android, PC et Xbox. Ce sera en filaire sur la version standard pour 100 balles et en sans fil sur la version Wucheng pour 120. Vous pourrez les payer encore moins cher sur AliExpress et d'autres sites. Je vous mets tous les liens en description. Et vous avez les vidéos complètes de présentation sur la chaîne, les reviews et même un petit tutoriel pour la modifier avec la faceplate et les joysticks interchangeables. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker pour aider au référencement. Abonnez-vous pour ne louper aucune review ou tutoriel. Et si vous avez besoin de conseils pour une manette ou des IUM, rejoignez mon Discord en description. Je répondrai à toutes vos questions.